En 1962, j'avais 7 ans. Je ne savais pas que ça s'appelait du compost dans le temps, c'est bien sûr, mais je faisais des lasagnes avec du gazon, puis des feuilles mortes, puis je faisais des courses de cloporte dans des boîtes à chaussures, puis c'est ça, c'est comme ça que je suis devenu un amoureux naturel des sols, de l'humus. Alors, ben, tout le monde sait que l'économie telle qu'on connaît est en train de s'ébranler sur ses fondations, l'économie extractiviste. Il y a beaucoup de gens, pas juste des écologistes, qui aspirent à une nouvelle économie restauratrice des écosystèmes. Et puis, j'ai pris le jeu de mots pour un accroche, là, devenons banquier du capital nature, parce que le rôle d'un banquier, c'est de faire fructifier le capital. Alors, il y a eu un livre récemment qui vient d'être publié qui s'appelle le capital humain en épuisement. C'est peut-être en réponse à ça que j'ai décidé d'encourager les gens à miser sur le capital nature pour devenir réellement, à la fin de cet anthropocène, là, qui est la période géologique où c'est l'activité humaine qui est le facteur principal des changements planétaires. Alors, la nature, elle va continuer après nous. Mais la fin de l'Anthropocène, elle va se faire avec ou sans nous. C'est une question de choix. Je pense que collectivement, on a le choix d'assurer notre survie ou de continuer à se précipiter vers notre extinction. Alors, l'idée, c'est de passer d'une économie extractiviste à une économie restauratrice. Bon, restauratrice de quoi? Les banquiers de la nature font fructifier son capital principal. Puis, dans mon parcours de vie, je suis arrivé à la conclusion que le principal capital de la nature, c'est les sols en tant qu'écosystème. Il y a Céline Caron qui est décédée en 2015, qui a travaillé énormément sur le bois raméal fragmenté, l'agroécologie. Et après son décès et le décès de son mari, leur propriété est devenue une fiducie foncière de conservation. Et puis, les jardins de Céline sont encore en fonction. Puis, c'est vraiment une pionnière de l'écologie au Québec. Elle a été très éprouvée. Elle a attrapé le SRAS en Nouvelle-Zélande alors qu'elle donnait une conférence. Et puis, c'est une survivante, là. Ses organes vitaux étaient tous affectés. Elle a été plusieurs années sur dialyse. Puis, elle est décédée pleine d'espoir encore, malgré les souffrances auxquelles elle a traversées. Puis, elle disait que les sols, à toute fin pratique, c'est l'interface entre le soleil et la biosphère. Là, il y a une faute de français, mais ce n'est pas grave. C'est la biosphère, l'interface entre le soleil et la biosphère. Pourquoi? Bien, c'est par trois mécanismes fondamentaux. Le premier, c'est la photosynthèse. La nature a inventé une façon de transformer l'énergie solaire, l'énergie calorique du soleil, en énergie chimique sous la forme de sucre. Puis ça a engendré, en fin de compte, toute la vie sur le sol vient de la photosynthèse. Toute la vie sur la Terre vient de la photosynthèse. C'est une façon pour la planète Terre de conserver de l'énergie dans sa matière même. L'autre procédé qui a lieu dans les sols, c'est l'humification. C'est la façon que les matières organiques se décomposent en composés de plus en plus simples et de plus en plus stables, qu'on appelle l'humus. Il y a différents types d'humus. L'humus labile, l'humus intermédiaire, l'humus stable. L'humus, c'est ce qui donne la couleur noire au sol.
Puis c'est des insectes, les actinomycètes, qui procèdent à la coloration noire de l'humus. L'autre processus, c'est la minéralisation. C'est le processus par lequel surtout les bactéries entrent en jeu. L'humification, c'est surtout le domaine des champignons. Au niveau de la minéralisation, c'est les bactéries qui entrent en jeu pour prendre les nutriments qu'il y a dans les matières organiques, les digérer et en dégager des ions minéraux que les plantes peuvent absorber. C'est la façon, c'est la dynamique de ces trois fonctions-là qui fait que le sol est capable de transférer de l'énergie solaire en énergie chimique qui va alimenter des êtres vivants qui sont les végétaux. Et puis, ceux-ci sont mangés, comme on le sait, par les champignons, les animaux, les humains. Alors, les sols en santé, c'est essentiel. Je dirais que c'est capital, pour prendre le thème, pour trois choses. Puis, je vais structurer la présentation comme ça. Un climat viable, la biodiversité, puis des vivres pour tous. Puis quand je dis tous, c'est les humains, mais c'est toute forme de vie à quatre pattes, ailée, rampante, nageante, parmi lesquelles nous, comme êtres humains conscients, on évolue. Maintenant, on parle de climat viable. Je voudrais en vrac vous donner quelques références de personnes qui ont réfléchi à une stratégie pour nous arracher du réchauffement climatique et puis pour prendre en main notre bonne intendance de notre maison commune. Il y en a qui appellent ça comme ça, la Terre. Bon, ben. Alors, du Québec, il y a une initiative du GMOB, le groupe Mobilisation, qui s'appelle Déclaration d'urgence climatique. Bon, Sol Vivant Québec est affilié à Soil for Climate, comme on a vu, mais il collabore étroitement avec les gens de la Déclaration d'urgence climatique. Puis il y a des représentants de la Déclaration d'urgence climatique qui vont donner des communications dans le cadre de cette foire écosphère virtuelle ici. Alors, le chantier 10 de la Chaussée de la Duc, le chantier 10 porte directement sur la revitalisation des sols, des espaces ruraux. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Alors, les sols à la fois pastoraux, agricoles, horticoles et forestiers. Il y a aussi le Pacte pour la transition qui a fait un travail de sensibilisation entre 1998 et 2020. Le cycle du Pacte pour la transition, qui avait été initié par Dominique Champagne et d'autres personnes, a recueilli 300 000 signatures, mais là, le cycle est terminé. Et puis, il y a eu pas une mise en demeure, mais une incitation des gouvernements à faire leur part aussi, mais une demande à chacun des signataires de faire des gestes pour écologiser son mode de vie. Mais dans les textes du Pacte pour la transition, il y a des choses intéressantes qui concernent la biodiversité, les sols. Ça vaut la peine de relire ça. Maintenant, une initiative majeure au niveau mondial, c'est la déclaration, puis l'initiative pour le 4 pour 1000. La COP 21 à Paris, c'est le ministre français de l'Agriculture, l'ex-ministre français Stéphane Le Foll, avec la collaboration de l'INRA, qui ont mis au point une stratégie qui a fait l'objet d'une initiative qui a été lancée à la COP 21, le 4 parties pour 1000. Alors, 4p1000.org, vous allez trouver là-dedans, suite à la COP 21, la création du consortium 4 parties pour 1000. Et puis, ça lance un défi au niveau planétaire. C'est surtout, ça s'adresse surtout aux pays semi-désertiques, tout ça, mais même les pays tempérés, humides comme le nôtre, on a des choses à faire pour faire en sorte qu'il y ait 4 parties pour 1000, 0,04% de plus de carbone dans les sols chaque année, dans nos sols cultivés. Bon, la résultante de ça, si c'était appliqué à l'ensemble des terres agricoles, ça résulterait dans la rétrocession dans les sols de l'ensemble du carbone qui a été émis par l'ère industrielle. Ce n'est pas rien. Alors, il y a vraiment un défi là
qu'il y a des pays qui se sont engagés à relever puis qui regardent à changer leur méthode agricole en conséquence. Bon, le Canada regarde ça avec attention. Il ne s'est pas encore engagé par rapport aux 4 parties pour 1000, mais il y a certains pays qui ont déjà des pas de fait dans ce champ-là. Alors, ça, c'est une référence incroyable, vraiment importante. Puis, une autre référence que je vous donnerais, toute récente, c'est l'apparition du film Kiss the Ground. C'est un film éponyme qui a été produit par l'organisme du même nom de Californie. Et puis, ça donne une bonne idée de ce que pourrait devenir l'agriculture industrielle en adoptant des pratiques régénératrices des sols, notamment le maintien sous couverture permanente des cultures, des semis de céréales, etc., des pâturages en rotation, toutes sortes de façons d'augmenter le carbone dans les sols et puis de nourrir les gens avec des aliments plus sains et à moindre coût en plus. Alors, Kiss the Ground, c'est vraiment à voir, c'est disponible, c'est accessible sur Netflix. Bon, je reviens sur la biodiversité. On parle de carbone des sols, mais il n'y aurait pas de carbone des sols s'il n'y avait pas la chaîne alimentaire dans les sols. Autrement dit, le microbiote, qui est une diversité d'organismes qui se mangent les uns les autres, il y a différentes formes de symbiotisme, de commensalisme dans le microbiote des sols. Je ne rentrerai pas dans tous les types de micro-organismes qui existent. Juste dire que dans un simple poignet de sol, il y a des milliards, il y a plus d'organismes vivants qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Alors, ce n'est pas rien. Et puis, entre en jeu une chaîne alimentaire des sols. Maintenant, je passe un commentaire sur les vers de terre. Un sol peut être parfaitement en santé avec très peu de vers de terre. Les vers de terre, ça mange, là, c'est une parenthèse que je fais, je ne veux pas trop m'allonger, mais ça mange des protozoaires uniquement. Et puis, s'il n'y a pas de matière verte fraîche en décomposition, premier stade de décomposition dans la surface des sols, il va y avoir moins de vers de terre. Mais ça ne veut pas dire que le sol n'est pas en santé. Par exemple, un sol forestier, beaucoup de champignons, dominé par les champignons, il y a très peu de vers de terre là-dedans. Même dans les érablières, c'est nocif, les vers de terre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a un sol où est-ce qu'on apporte de l'humus frais, des matières organiques fraîches, c'est un bon indicateur de santé d'avoir des vers de terre, évidemment. Bon, alors, le microbiote des sols est intimement lié avec le microbiote et la résistance du corps humain aux pathogènes. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur les fromages, des choses comme ça. Les fromages sont plus digestes, plus nutritifs, occasionnent moins d'allergies. Quand ils sont produits à partir de vaches qui sont en pâturage dans des prés où le sol est en santé, que quand des vaches qui mangent juste dans le silage puis des suppléments, des suppléments protéiques. Je fais la comparaison avec ce qui se passe dans notre sol parce que dans notre microbiote, notre corps humain, il contient des myriades d'organismes qui font qu'on est en santé. Et puis, c'est lié aussi à notre mode de vie, manger cru, manger le moins cuit possible. Ça fait partie d'une façon de prendre soin de notre propre corps. Puis nous, en tant qu'êtres humains, on est des animaux sociaux, mais on est des animaux pareils. On a à prendre soin de notre propre corps. On fait partie, nous autres aussi, en tant que personnes, du capital de la nature. Maintenant, il y a aussi dans la biodiversité toutes les relations symbiotiques entre la faune et la flore. Puis ça, c'est important. Alors, la faune, la flore terrestre, dans les milieux humides, dans les milieux aquatiques, et aussi dans les milieux marins. Il y a des sols au fond des marécages. Il y a des sols, les tourbières, c'est un type de sol. Dans le fond des rivières, il se passe quelque chose. Dans les fonds marins, il y a une bioaccumulation des nutriments qui sont relargués par les décomposeurs, qui sont absorbés par le plancton avec les courants, tout ça. Fait que tout ça, ça procède d'un sol qui est en santé. Maintenant, avec la pollution, les microplastiques, les biocides, tout ça,
même les fonds marins commencent à connaître une désertification. Alors, lutter pour le renversement du réchauffement climatique, c'est lutter contre la diversification en misant sur la biodiversité. Bon, la nouvelle économie circulaire et restauratrice est fondée sur la biogéothérapie. On se fie sur la vie, puis on prend soin, même on guérit la Terre elle-même. Puis, si vous voulez en savoir plus sur ça, il y a un océanologue qui s'appelle Tom Goro qui a inventé une façon, lui, de restaurer les coraux qui sont comme des excroissances du fond marin. Et puis, les coraux, ils se trouvent être la pouponnière du poisson fourrage qui alimente tous les restes des poissons. Puis lui, ce qu'il dit, en gros, Tom, il dit, réglez votre problème de mauvaise gestion des sols puis de pollution des cours d'eau par la surfertilisation puis les engrais puis ces affaires-là qui acidifient les océans. Puis on va s'en occuper des coraux, puis il n'y en aura pas de problème. Autrement dit, ce qui se passe dans les sols forestiers, agricoles, pastoraux, territoriaux, toutes sortes de sols, sur la terre, puis dans les marécages aussi, dans les mangroves, bien, tout ça, ça a un impact important sur la santé même des océans. Alors, un climat viable est à la clé. Selon GRAIN, qui est un organisme de soutien, c'est un think tank pour la petite agriculture au niveau mondial. La filière agroalimentaire mondiale cause de 44 à 50 57 des gaz à effet de serre. Hey, c'est pas rien, là. Là, on inclut là-dedans toute l'industrie des intrants agricoles, les engrais, les biocides, ces choses-là, les plastiques, la plasticulture, la production agricole, plus la manutention, le transport, jusqu'aux épiceries, la distribution, le gaspillage des aliments. Donc là, on a toute la filière au grand complet. C'est environ la moitié des GES qui est origine de ça. Maintenant, l'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles, ils disent que ça représente juste 19 %. Oui, mais autour de l'agriculture, il y a toute une grappe industrielle qui entre en jeu puis qui gagnerait à se regarder puis à imiter ce que la nature fait. C'est sûr que les pailles en carton puis moins de plastique, c'est déjà un début, mais il y a vraiment des pratiques sérieuses à mettre en place. Quand on pense avec la COVID, la réponse de notre civilisation à la COVID, ça a été de mettre du plexiglas partout. Ça a un impact. Mais au niveau alimentaire, c'est un peu la même chose. Dans les restaurants, on a mis du plastique partout. Puis là, on ferme les restaurants. Mais je ne m'étendrai pas sur la gestion de la pandémie en mode crise. Je vais en rester là. Maintenant, Nature Québec, que j'ai représenté à la commission Pronovo, j'ai déposé une mémoire sur l'agriculture. Une production agricole carboneutre est 100 % possible. C'est possible de faire de la production même qui séquestre du carbone. Même dans grande surface, en adoptant des pratiques comme la culture permanente, la couverture permanente des sols, le retour des pâturages, travailler avec la gestion solide des fumiers, etc. Selon Drawdown, ça c'est une autre référence que je vous donne. Drawdown, c'est un collectif de scientifiques qui ont identifié en Californie, sous la direction de Tom Hawken, les 100 meilleures solutions pour renverser le réchauffement climatique. Bon, mais dans ces 100 meilleures solutions-là, il y en a environ 30 qui ont trait à la protection, la restauration des sols et des biotopes dans les écosystèmes habités. Là. Je parle des campagnes. Alors, c'est pas rien ça non plus. Puis ça, c'est une autre référence importante. Le livre de Drawdown a été publié en français. Il est accessible en français. Ce livre-là devrait se retrouver sur le bureau de tous les députés fédéraux, provinciaux qu'on a. Puis il devrait être lu avec attention parce que dans ça, il y a vraiment un code de bonne pratique pour s'attaquer à refroidir le climat. Alors, des sols en santé pour des vivres pour tous. On l'a vu, on fait partie de la nature. On a essayé de la dominer pendant 400 ans, puis on n'y est pas arrivé.
elle nous parle en ce moment même. Alors, la solution, c'est de vivre mieux, avec moins de biens, plus de liens, s'épanouir en interdépendance avec les uns les autres, avec les processus naturels et culturels qui sont en cours. Au niveau de notre production alimentaire, de boucler les cycles nutritifs, pas faire que nos champs soient des passoires qui rejettent des nutriments dans les cours d'eau, etc. Alors, les cycles nutritifs des sols, au niveau des microbiotes des sols d'un peu partout dans nos corps, de maintenir une diversité. Puis au niveau miser aussi sur l'action des champignons, l'action des plantes, des animaux, des bactéries. Alors, tout ça ensemble, comprendre comment est-ce que nous, on peut aider la nature à se rétablir par elle-même après l'avoir lui avoir nui. Il y a un principe en médecine qui dit avant tout, ne pas nuire. On est dans une urgence de devenir des thérapeutes, prendre soin de la planète, prendre soin de notre jardin, prendre soin de notre environnement le plus proche, puis imiter comment la nature procède. C'est déjà avancé dans certaines industries, on appelle ça du biomimétisme. Il y a des choses fort intéressantes qui sont associées au fait d'imiter ce que la nature fait. En fait, que toute matière résiduelle devienne matière première pour d'autres formes de vie. Ça, on voit ça dans d'autres domaines, là, au niveau du recyclage, de la réutilisation, la revalorisation des matières. Mais au niveau de la production alimentaire, c'est d'autant plus vrai. Bon, on a parlé des banquiers, mais c'est quoi la banque? Ben, c'est les communautés humaines. C'est la matière première humaine qui est la créativité. C'est la culture. La culture traditionnelle, la culture scientifique, la culture technologique, mais aussi les savoirs paysans qui doivent être pris en compte, les savoirs autochtones. En fait, tout ce qui est jumeler la science, la conscience, puis aussi les savoirs empiriques traditionnels. C'est comme ça qu'on va monter notre banque. Qu'est-ce que c'est la banque? C'est la biodiversité de nos territoires d'appartenance. Je dirais aussi la biodiversité sociale dans nos villages, nos villes, nos quartiers. La banque, c'est les ressources renouvelables, nommons-les. Le sol, c'est une ressource renouvelable, c'est contesté, mais moi, je pense que ça en est une. L'air, l'eau, le soleil, miser là-dessus plutôt que les ressources fossiles. Bon, on parle du 3R. Puis, faire appel au biomimétisme. L'économie régénératrice, c'est loin d'être un retour en arrière, c'est vraiment se propulser vers l'avant, se propulser pour nous donner un avenir. Alors, dans un contexte d'économie extractiviste, la FAO puis l'ONU, ils considèrent que les sols comme des ressources non renouvelables à l'échelle d'une vie humaine. Mais si nous passions à une économie restauratrice, il y a des exemples concrets qui existent un peu partout d'agriculture qui permet de régénérer la qualité et la santé des sols en dedans de 10, 15, 20 ans, 25 ans. C'est très peu, ça. Alors, c'est la fin de la présentation. J'incite tout le monde à devenir banquier du capital nature. On est riche de ce qu'on sait et ce qu'on apprend de la nature. Si vous avez noté des questions, des commentaires, il y a Alexandre qui va me les rappeler. Puis on va ouvrir la discussion à partir de maintenant. S'il y a peu de discussion, j'ai des notes un peu plus techniques là, pour finir le 3/4 d'heure sur la santé des sols. Alexandre, est-ce qu'on a des commentaires? Oui, les gens, en fait, veulent savoir ça va être rediffusé ou enregistré. Oui, c'est tout enregistré. Ça va être disponible jusqu'à la fin décembre sur les plateformes de conférenciers de vidéoconférences d'Ecosphère. Donc, juste aller sur le site puis vous allez voir les informations. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était deux qui ressemblaient à ça. Est-ce qu'il reste combien de temps à peu près? Il reste au moins 15 minutes, si tu veux.
OK. Fait que les participantes n'ont pas accès, ils ne peuvent pas parler. Ben, on pourrait réouvrir les micros là, au complet. On peut ouvrir les micros? Ouais. Bon, ben moi, je vous invite pour ne pas faire de choses, d'ouvrir, quand vous avez quelque chose à dire, ouvrez votre micro, parlez, puis après ça, fermez votre micro, quelqu'un d'autre va pouvoir l'ouvrir, puis on pourra entamer la discussion comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, tout le monde peut l'ouvrir quand il veut. Je pense, Les je caméras pense que aussi. France Levert qui veut dire quelque chose. France Levert. Ça va. Oui. Ben, merci beaucoup pour la présentation. C'était intéressant. Ben, ce que je voulais poser comme question par rapport à l'alimentation, moi, je fais partie aussi du Front commun pour la transition énergétique qui propose une feuille de route et la version 2.0 de la feuille de route va être lancée comme lundi. Il y avait, moi, je n'étais pas sur cette table-là, mais toute une table qui s'est penchée sur toute la question, effectivement, de l'agriculture. Et il amène une approche où on parle d'écologisation de l'alimentation. Puis c'est un peu pour ce que j'en ai compris, là, c'est un peu dans l'idée qu'à travers, si on prend juste le Québec ou si on prend le monde, effectivement, les conditions des différents milieux, c'est très, très diversifié. Donc, j'imagine les conditions aussi au niveau des types de sols, aussi des sols en danger plus ou moins, là, parce que j'avais lu là-dessus, à un moment donné, j'avais vu une conférence où on parlait de superficie vraiment très, très importante de sols qui semblaient perdus là, à long terme. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a moyen de régénérer ces sols-là. On parle, je ne sais pas, moi, je lisais sur les prairies dans l'Ouest américain, par exemple, des grandes, immenses superficies complètement désertifiées, puis des sols arables qui sont perdus parce qu'ils sont ventilés, je veux dire, le vent les emporte, je ne sais pas trop quoi. Donc, si on parle de possibilité de régénérer, j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus là-dessus. Puis la question de l'écologisation de l'alimentation, c'est un peu de voir aussi que ce que j'en ai compris, par exemple, quand on parle d'aller vers des solutions au niveau des gaz à effet de serre, puis si on parle d'aliments, on parle beaucoup aussi d'abandonner, en tout cas complètement ou en grande partie, les protéines animales, sauf qu'il y a certains types de milieux où ce n'est pas nécessairement évident parce que, dans le fond, les protéines alimentaires qui sont disponibles, si on parle du Nord, par exemple, les protéines alimentaires disponibles, ce sont surtout des protéines animales. Et puis là, ben, on n'est plus dans la même dynamique de sol. C'est complètement autre chose. Puis peut-être dans des milieux comme ça aussi, ben, les solutions, ça pourrait être d'aller vers de la production en serre ou des choses comme ça. Fait que je ne sais pas quelle dynamique ça amène aussi par rapport à toute votre réflexion et démarche. Là, j'ai dit plusieurs choses. Oui. Ben, ce que j'aurais à répondre à ça, c'est que écologiser l'alimentation, c'est beaucoup la relocaliser le plus possible, puis la resaisonnaliser. Autrement dit, s'approvisionner le plus local possible. Puis aussi manger ce qui est disponible en saison dans notre région. Bon, il y a des manières de congeler, de faire des conserves, des choses comme ça. Puis ça, ben, ça allège l'empreinte des transports puis de la surtransformation de ces choses-là. Je ne veux pas dire que c'est économiquement, en tout cas monétairement, plus efficace, mais ça a plus de chances de faire vivre du monde autour de soi que de faire vivre des grandes chaînes de distribution. Pour ce qui est des protéines animales, c'est pas la vache ou le bœuf comme tel qui est important de prendre en compte, c'est comment c'est produit. Si on nourrit des vaches comme des cochons, ils vont éructer énormément du méthane. Souvent, ils sont
ils sont malades d'acidose. Puis leur taux de conversion alimentaire, autrement dit, les aliments, les grains, les suppléments protéiques qu'ils absorbent, avec le peu de fibres qu'il leur est accordé, leur taux de conversion alimentaire n'est pas excellent. Ensuite, ben, ça prend beaucoup de surface labourée pour faire du soya et du maïs pour donner des rations à des vaches, les faire manger comme des cochons. Des bœufs, de la viande de bœuf, de bœuf qui sont nourris à l'herbe, qui sont au pâturage, c'est complètement différent. Peut-être que ça prend plus de temps à engraisser un bœuf à l'herbe qu'au grain, mais l'empreinte carbone, même le goût, est différent. La qualité de cette viande-là est différente. Il y a une question de génétique aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que des systèmes d'élevage à grande échelle qui concentrent les animaux dans des parquets d'élevage, des feedlots, là. Il y a des centaines de milliers d'animaux qui sont concentrés dans un parquet. Puis là, ben, sont transportés tous les aliments pour nourrir ça. Puis la gestion des matières résiduelles, des fumiers, est faite de façon très inadéquate. Ils sont souvent accumulés dans les lagunes qui sont déposés sur des esquerres ou puis que là, le lixivia pénètre dans la nappe phréatique. Il y a de la pollution énorme liée à l'élevage des bœufs en parquet. Il y en a qui disent que, bon, ben, pour sauver la planète, il faut être vegan. Il faut faire attention. Parce que vegan, ça veut dire, ben, je mange beaucoup de légumineuses, c'est bien. Il y a moyen d'avoir un régime équilibré avec des légumineuses. Puis le Canada, c'est un des plus gros producteurs, plus gros exportateurs mondiaux de légumineuses. On vend de la lentille, on vend du pois, on vend, tu sais, le Canada produit en grande culture. Mais la plupart des emblavures en légumineuses sont labourées chaque année, ils sont ressommés chaque année. Puis la minéralisation fait qu'il y a beaucoup de carbone qui s'échappe de ces champs-là. Fait que l'empreinte écologique d'être vegan, elle est là aussi. C'est pas. Moi, je dirais que manger varié, se faire son jardin, s'abonner à un fermier de famille, c'est des choses qui aident le climat et qui aident la santé en même temps. Aujourd'hui, la population est urbanisée. La plupart des familles n'ont même pas d'agriculteurs proches des cousins, des cousines. Ils sont déconnectés de la réalité agricole. T'sais. Ils ont une vision un peu bucolique, idéaliste de l'agriculture. Puis là, je vais oser dire quelque chose. Il y a des jeunes urbains qui s'en vont en campagne. Il y a comme une espèce de deuxième retour à la terre. Il y en a eu un des années 70. Moi, je l'ai vu passer. Je travaillais au Témiscouata pour une coopérative de développement. Il y avait un rang au complet qui était rempli de wannabes survivalistes. Puis ils ont fait leur possible, mais ça n'a pas duré ben d'années, nos affaires. Une ou deux sur le rang vivent encore là puis font un mode de vie selon leurs valeurs, mais il y en a beaucoup qui ont déchanté. Puis là, on retrouve un peu une autre vague qui s'articule autour du concept de permaculture. Là. Moi, je n'ai rien contre la permaculture en tant que telle, mais juste que la permaculture est mise à toutes les sauces, vraiment. Puis il y a beaucoup de monde qui parle de façon pas très sérieuse de la permaculture. Il y en a qui en parlent de façon sérieuse, qui sont pondérés. Puis je vais nommer un nom, entre autres, il y a Wayne Roland au Québec là, qui fait vraiment un bon travail. Puis il a orienté son action avec plus l'approche forêt nourricière. Je pense que c'est très intéressant parce que le climax au Québec, ce n'est pas la prairie comme dans l'Ouest. Le climax, si on laissait une parcelle de terre pendant 100 ans tout seul, c'est la forêt qui reprend ses droits. Ça fait que l'idée d'axer le concept de permaculture sur un retour graduel à une forêt avec des clairières, ça a bien de l'allure. Il y a juste qu'en termes d'hectares par personne, ça prend beaucoup d'hectares par personne pour nourrir une famille avec un concept agroforestier de, de, type permaculture.
je collabore, bien évidemment, avec Anne-Céline Guyon et ces gens-là là, de la transition énergétique. Oui, mais je dirais que la lutte au réchauffement climatique, elle n'est pas que de diminuer notre empreinte carbone en ne consommant moins de pétrole. Quand même qu'on arrêterait le pétrole du jour au lendemain, si on n'a pas d'activité qui séquestre le carbone qui est là, on va manquer le coche. On va arriver à 4 degrés Celsius en 2100. Puis 4 degrés Celsius d'augmentation en 2100, c'est vraiment catastrophique. Il y a une urgence. Puis il faut, oui, diminuer le pétrole, mais il faut, oui, revoir nos façons de produire les aliments, faire la foresterie, la forêt jardinée, c'est un must. C'est enrésiner du territoire, couper des forêts feuillues pour en faire des plantations d'épinettes. C'est pas la chose à faire. Il y a beaucoup de choses en chantier déjà chez des précurseurs. Mais là, on est rendu à l'époque où il faut élargir ces choses-là. Puis, c'est ce que j'encourage les gens à faire, c'est de regarder autour d'eux autres des bonnes initiatives, les comprendre, puis y participer si possible. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou ton commentaire. Là. Il y avait beaucoup de choses. J'ai essayé de répondre de façon... Il y avait beaucoup de choses dans mes questions aussi. C'était un peu échevelé. Ouais. Comme question, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions, mais peut-être... il y a toute la question de l'agriculture urbaine. Donc, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, je vais juste demander peut-être à revenir là-dessus un petit peu plus tard, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture urbaine, la qualité des sols en milieu urbain. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'initiatives aussi avec des jardins collectifs communautaires et tout ça. Ouais. Mais le sol, bon, la qualité peut être très variable, j'imagine. On peut créer du sol sur les toits des bâtisses. Oui, ça oui. IGA le fait, là. Déjà, c'est un départ. Il y a des gens, les urbainculteurs offrent du service conseil dans ce domaine-là. Oui. Il y a une compagnie, Soprema, qui analyse les structures et dit oui, tu pourrais faire un jardin sur ton toit. Il y a des jardins collectifs, jardins communautaires. Moi, le groupe que j'administre, Sol Vivant Québec, en fin mars, avec la COVID, on a décidé de faire un merge de Sol Vivant Québec, puis de créer un groupe qui s'appelait les Jardins de la Victoire. Alors, Jardin de la Victoire COVID-19, qui roule encore. Moi, je m'en retire comme co-administrateur pour me rattacher sur Sol Vivant Québec parce que j'ai du travail à faire là, bénévole. Mais il y a une équipe là avec Serge Fortier, Sylvie Trépanier, Diane Perron, puis Ève Bigras, qui reprennent le flambeau puis qui travaillent en coulisses en ce moment pour préparer la saison prochaine. Parce que comme sur le train que c'est parti là, on va probablement être aux prises encore avec la COVID au printemps prochain. Puis la façon d'agriculture urbaine, ça peut être des jardins institutionnels. Il en existait déjà dans les communautés religieuses. Il y a des groupes d'entraide qui en font, des jardins collectifs, des choses comme ça. Puis aussi des potagers domestiques. Pourquoi pas de l'agrandir un peu puis de partager ses surplus avec le voisinage. C'est une façon de transformer le gazon, qui a une lourde empreinte carbone, en jardin où est-ce qu'on va recycler les feuilles mortes, les rognures, les composts qu'on peut faire dans le quartier, et puis créer du sol au sein même de la ville. C'est une chose possible. Là. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la manière que ça s'est développé, les villes, c'est que les banlieues, si on regarde la biodiversité qu'il y a dans les banlieues, il y a plus de biodiversité dans les banlieues qu'il y en a dans les territoires agricoles, avec l'industrialisation de l'agriculture. Ça fait que même dans les banlieues, il y a des choses à faire aussi. Tu sais. Des metro farming. Dans les années 80, on appelait ça metro farm. Là. Toutes des fermes de proximité, des familles de famille qui peuvent s'établir dans les banlieues éloignées, ces choses-là, avec des petites surfaces, sortir de la belle production. Tout en ayant un impact positif pour la planète. Alors, il y a beaucoup de choses en marche, déjà. Il s'agit de s'ouvrir les yeux puis de soutenir dans notre voisinage qu'est-ce qui se fait déjà, puis de souscrire à ça.
ce soit avec de l'argent ou de l'argent local ou avec du temps. On peut aider des gens. C'est une façon de s'impliquer pour la société, la planète. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même pas revenir sur les choses plus techniques. J'en ai parlé de ça. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a 3, 4, 5, 10, 15 personnes qui ont écouté live, mais ça va être accessible jusqu'au 23 décembre. Puis, si vous avez trouvé intéressant la conversation qu'on a eue, je voulais que ça soit plus comme un atelier. Tu sais. Je n'étais pas là pour faire de quoi de didactique, trop. Mais je peux fournir mes coordonnées. S'il y a des gens ultérieurement qui ont des choses à demander, je pourrais, via la page Facebook Sol Vivant Québec, on pourrait peut-être la rajouter dans le générique, l'adresse de Sol Vivant Québec. Éventuellement, peut-être aussi l'adresse de Jardin de la Victoire dont j'ai parlé sur Facebook, là, si des gens s'intéressent plus au maraîchage social. Là. Ça pourrait être utile pour des gens qui vont visionner la vidéo. Merci beaucoup. Je laisse le mot à la fin à Alexandre. Merci, Alex. Merci, Charles-Eugène. Vraiment beaucoup de connaissances, de l'aplomb aussi dans ce que tu apportes. C'est au cœur de nos besoins, là, de générer les sols. Moi, d'ailleurs, j'ai été 6 ans, là, je suis encore dans le mouvement des écoles comestibles du Québec que j'ai organisé. La structure pour les jardins partagés, du mobilier urbain écologique, impliquer le politique, amener la ville à distribuer un terre compost gratuitement aux citoyens. Ça rejoint aussi ce que tu dis. Serge Fortier, d'ailleurs, c'est un partenaire aussi. C'est dispositifs pour arrosage. C'est large connaissance, lui aussi. Écoute, un gros merci pour ta présentation. Ça va être enregistré comme on a dit. Donc, revenez sur Écosphère. Vous allez voir jusqu'à la fin décembre, ça va être disponible. Les coordonnées vont être dans le générique aussi. On va faire un montage vidéo avec ta présentation. Donc, merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Plaisir. Bye bye.